Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre l'erreur et l'illusion. Cette distinction a été analysée en profondeur par Sigmund Freud dans son célèbre essai L'avenir d'une illusion, publié en 1927. Freud est surtout connu pour être le fondateur de la psychanalyse, mais c'était quelqu'un qui a aussi beaucoup réfléchi au problème de la religion et de son rapport à la science, problème dont il est principalement question dans ce livre. Avant d'aborder le texte de Freud, il faut bien comprendre que erreur et illusion ont en commun d'être des formes de croyance. Croire quelque chose, c'est tenir cette chose pour vraie, c'est-à-dire donner son assentiment à une idée qui peut s'exprimer sous la forme d'une proposition, proposition que nous appellerons désormais P. Donc, quand on dit qu'une personne croit que P, on veut dire par là qu'elle tient pour vrai la proposition P. Par exemple, si je crois que les pigeons sont bêtes, cela signifie que je tiens pour vrai que les pigeons sont bêtes. Oui, j'aurais dû préciser que cette vidéo risquait de heurter la sensibilité des pigeons. Bien sûr, le fait que P soit vrai ou faux n'a rien à voir avec le fait que je le crois. Ce n'est donc pas parce qu'on tient quelque chose pour vrai que cela est forcément vrai. Par exemple, si Pierre croit que Landor détient l'arme nucléaire, sa croyance est fausse. La proposition en laquelle il donne son assentiment, P, est fausse. Mais pourtant, Pierre pense que c'est vrai. Autrement dit, Pierre fait ici une erreur. Donc, a priori, faire une erreur, c'est avoir une croyance fausse. Ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo, c'est que une erreur n'est pas la même chose qu'une illusion, ce qui signifie qu'une illusion n'est pas simplement une croyance fausse. C'est ce que Freud explique dans ce passage de l'avenir d'une illusion. Une illusion n'est pas la même chose qu'une erreur. Elle n'est pas non plus nécessairement une erreur. L'opinion d'Aristote, selon laquelle la vermine se développerait à partir de déchets, opinion à laquelle le peuple dans son ignorance reste encore aujourd'hui attaché, était une erreur. Il serait abusif d'appeler ces erreurs illusions. Il reste caractéristique de l'illusion qu'elle dérive de souhaits humains. Elle se rapproche à cet égard de l'idée délirante en psychiatrie, mais elle s'en distingue par ailleurs, indépendamment de la construction plus compliquée de l'idée délirante. Dans l'idée délirante, nous soulignons comme essentielle la contradiction avec la réalité effective. L'illusion, elle, n'est pas nécessairement fausse, c'est-à-dire irréalisable ou en contradiction avec la réalité. Une jeune fille de la bourgeoisie peut par exemple se créer l'illusion qu'un prince viendra la chercher. C'est possible. Quelques cas de ce genre se sont produits. Nous appelons donc une croyance illusion lorsque, dans sa motivation, l'accomplissement du souhait vient au premier plan et nous faisons là abstraction de son rapport à la réalité effective, tout comme l'illusion elle-même renonce à être accréditée. Freud part ici d'un exemple d'erreur, la théorie de la génération spontanée d'Aristote, ce qu'on appelle aussi l'abiogénèse. Cette théorie est liée à la croyance que les êtres vivants pouvaient émerger de la matière inerte de manière spontanée, d'où le nom génération spontanée. Cette croyance n'était pas juste un caprice irrationnel, c'était une croyance justifiée qui se fondait sur l'observation. Par exemple, le fait qu'un morceau de viande putréfiée se retrouve soudainement recouvert par des asticots. À l'époque d'Aristote, en l'absence de connaissance des micro-organismes, et notamment des microbes, la manière la plus intuitive d'expliquer ce phénomène était de faire l'hypothèse que les asticots avaient le pouvoir de se générer spontanément, sans aucune cause extérieure. Aujourd'hui, nous savons que cette théorie d'Aristote est fausse. Nous le savons notamment en partie grâce aux expériences de Louis Pasteur qui ont permis de découvrir l'existence des germes, des microbes, et de leur rôle fondamental dans l'apparition de la vie. L'expérience dite du ballon à colle de cygne, réalisée dans les années 1860, le montre bien. Dans cette expérience, Pasteur fait bouillir de l'eau dans un ballon à colle de cygne et attend que toute la vapeur se soit échappée du tube. Celle-ci laisse sur son passage dans le tube des petits germes contenus dans les particules d'air. La forme en colle de cygne du tube fait que la vapeur, une fois échappée du récipient, ne peut plus y re-rentrer. L'eau bouillie à l'intérieur du ballon est donc stérilisée. Quand il laisse l'eau reposer ainsi dans le ballon pendant longtemps, Pasteur observe qu'aucun micro-organisme n'apparaît dans cet environnement stérilisé. Par contre, quand il brise le col de cygne, ces micro-organismes apparaissent de nouveau. Cette expérience montre que les micro-organismes ne peuvent pas apparaître spontanément dans n'importe quel environnement. C'est l'air, une cause extérieure, qui transporte les petites particules où les germes des micro-organismes peuvent subsister. La vie ne peut donc pas se développer sans les germes. Il n'y a pas de génération spontanée. Et d'ailleurs, les ballons à col de cygne utilisés par Pasteur, dont le col n'a pas été brisé, sont toujours intacts, l'eau stérile y est complètement dépourvue de vie. La croyance en la génération spontanée était donc une erreur, une croyance fausse. Mais pourquoi les scientifiques et les autres personnes y croyaient-ils? Parce qu'ils ignoraient l'existence des germes et leur rôle dans la génération des micro-organismes. Nous faisons des erreurs principalement par ignorance, soit parce qu'on manque d'informations, soit parce qu'on raisonne mal.
Et en général, quand on fait des erreurs, c'est qu'on cherchait en premier lieu à savoir, par curiosité. Cependant, comme on le voit, les erreurs peuvent être corrigées, et si Aristote vivait aujourd'hui, il finirait sans doute par être convaincu que sa théorie était bel et bien fausse. Selon Freud, il serait abusif d'appeler ce genre d'erreur des illusions. Pourquoi? Parce que l'illusion n'a pas pour cause unique notre ignorance, mais principalement nos désirs, ce que Freud appelle des souhaits. En effet, il semblerait incorrect de dire qu'Aristote croyait à la génération spontanée parce qu'il le désirait. Comme on l'a vu, il semble plutôt qu'il n'avait pas d'autre meilleure hypothèse pour expliquer les phénomènes d'apparition de formes de vie sur de la matière inerte. Et s'il avait su qu'elle était fausse, il l'aurait sans doute rejetée, en tout cas il n'y aurait pas été indifférent. Donc l'erreur est liée à l'ignorance. Quand je suis dans l'erreur, je crois que P, et P est faux, mais si je savais que P était faux, je ne croirais sans doute pas P. Au contraire, nous dit Freud, quelqu'un qui est dans l'illusion ne se préoccupe pas de savoir si sa croyance est vraie ou fausse. Ce qui l'intéresse, c'est que cette croyance corresponde à ses désirs. Quand je suis dans l'illusion, je crois que P, mais savoir si P est vrai ou faux m'est indifférent du moment que P correspond à mes désirs. C'est pourquoi Freud dit à la fin que lorsqu'on est dans l'illusion, on fait abstraction de la relation de notre croyance à la réalité effective. Freud donne l'exemple d'une petite fille de la bourgeoisie qui a l'illusion qu'un prince charmant vienne un jour la chercher. La croyance de la petite fille est une illusion, au sens où elle est étroitement déterminée par ce qu'elle désire. Il ne s'agit pas forcément d'une erreur, car sa croyance peut être en fait vraie. Il n'est pas impossible qu'un prince charmant vienne chercher une petite fille de la bourgeoisie, même si c'est très peu probable. Les princes charmants viennent plutôt chercher des princesses, et il est d'ailleurs peu probable que des princes charmants existent dans la réalité, à moins que ce prince-là soit un prince charmant. Mais peu importe, pour Freud, ce qui caractérise l'illusion, c'est qu'elle nous conduit à faire abstraction de la réalité, donc de ne pas se soucier de savoir si notre croyance est vraie ou fausse. Si quelqu'un capable de voyager dans le futur réussissait à prouver à la jeune fille qu'aucun prince charmant ne viendrait la chercher, et si cette petite fille est vraiment dans l'illusion, elle ne sera sans doute pas convaincue et continuera à espérer qu'un prince charmant vienne la chercher. En gros, celui ou celle qui a l'illusion ne se préoccupe pas de savoir si sa croyance est vraie ou fausse, et c'est pourquoi Freud compare l'illusion à l'idée délirante, un concept psychiatrique qui désigne un état d'esprit où une personne divague et perd contact avec la réalité. Pour bien comprendre la différence entre erreur et illusion, prenons l'exemple du conte célèbre d'Andersen, Les habits neufs du grand-duc. Dans ce conte, un duo de charlatans décide de duper le grand-duc en lui présentant une étoffe invisible, sauf pour les personnes qui exercent bien leur métier. Évidemment, c'est une farce, l'étoffe n'existe pas. Mais le grand-duc et ses ministres déclarent que cette étoffe est magnifique, et le grand-duc accepte de l'utiliser comme vêtement. À la fin du conte, le grand-duc défile devant le peuple, vêtu de l'étoffe invisible. Vous connaissez la fin de l'histoire, un petit enfant dans la foule s'exclame Mais il ne porte pas d'habit. et le peuple soudain commence à se rendre compte que le roi est nu et répète après l'enfant tandis que le roi continue de se pavaner comme si de rien n'était. On peut dire ici que le grand-duc se pavane tout nu non par erreur mais par illusion. On pourrait formuler sa croyance ainsi: je porte une étoffe que seuls les incapables ne peuvent pas voir. Cette croyance est une illusion car elle est étroitement liée à ses désirs. Parmi ses désirs, celui d'être quelqu'un qui exerce bien son métier, quelqu'un de prestigieux, quelqu'un qui n'est pas stupide, etc. On remarque également que quand l'enfant déclare naïvement ce qu'il voit, le grand-duc continue de défiler comme si de rien n'était. Il ne semble pas se soucier que sa croyance ne corresponde pas à la réalité. Il fait bien abstraction du lien entre ce qu'il croit et la réalité effective. Résumons. Quand une personne est dans l'erreur, elle a une croyance fausse. Le fait qu'elle ait cette croyance fausse est en général lié à son ignorance. Dans le cas d'Aristote, qui pensait que la vie pouvait émerger spontanément, ce qui l'a trompé n'était pas son désir, mais son ignorance. Il ignorait le fait que dans un environnement stérilisé, la vie ne peut pas se développer. En revanche, toute illusion est une croyance étroitement liée à un désir, que cette croyance soit vraie ou fausse. Être dans l'illusion peut bien sûr être trompeur, au sens où l'on se satisfait d'une conception du monde qui ne correspond pas nécessairement à la réalité, mais ce n'est pas la même chose que faire une erreur. En effet, celui qui a une illusion ne se soucie pas de savoir si sa croyance est vraie ou fausse, ou si elle correspond ou non à la réalité.